Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Mes chers étudiants, on va terminer aujourd'hui les vibrations forcées d'ici 6 à 1 seul degré de liberté pour traiter le problème de l'excitation quelconque. Donc, je rappelle qu'on a déjà fait le cas de l'excitation harmonique, de l'excitation périodique, de l'excitation en échelon et de l'excitation impulsive. Donc, on arrive graduellement vers une excitation quelconque. Dans ce cas, donc, la force P de T va prendre n'importe quelle forme, qu'elle soit simple ou complexe. Donc, dans ce cas, on voit que notre force P de T est différente de zéro. Notre amortissement peut exister ou non, donc qu'il s'agit d'un mouvement forcé amorti ou non amorti. Et puis, on peut avoir des données initiales de déplacement de vitesse qui peuvent être nulles ou non nulles. Donc, dans ce cas, on va voir que, comme d'habitude, le mouvement de la structure dépend de la nature de l'excitation, bien sûr. Et on va essayer de voir que l'idée d'avoir et de considérer que, quelle que soit la force, elle peut être une superposition de plusieurs petites forces qui, chaque déplacement calculé de la petite force va nous donner en général par superposition ou bien par sommation le déplacement maximum. Donc, dans ce chapitre, ce qui nous intéresse, c'est les méthodes de résolution dans le cas de l'excitation quelconque, qui sont au nombre de, en général, sont deux, ce qu'on appelle l'intégrale du Hamel ou bien la méthode d'intégration directe, la méthode numérique PAP. Donc, un rappel très rapide concernant la sollicitation d'une impulsion de très courte durée. Donc, on en a parlé rapidement, donc on va la revoir. Mais dans ce cas, on va vraiment prendre une excitation dans un intervalle de taux qui est delta t, si vous voulez, très très petit et qui peut même tendre vers zéro. Dans cet intervalle, la force est considérée comme constante. Donc, quelle que soit la linéarité, la variation de ici, donc de la force, on va toujours la considérer constante puisque l'intervalle est très petit. Elle va avoir donc une valeur P0 ou bien d'une façon générale. Et donc, comme j'ai dit, chaque force P de T, je peux la considérer comme la somme de plusieurs forces de ce type. D'accord? Donc, vous voyez que une force quelconque, elle peut être de la somme donc, de plusieurs petites forces de valeur delta t. Si je connais la réponse due à cette force delta t, donc je peux faire une sommation pour obtenir par superposition la force, le déplacement ou bien la réponse due à la force totale P de t. Donc l'idée est que n'importe quelle force, elle peut être la somme de plusieurs impulsions de très courte durée, donc P de taux, T taux. En calculant la réponse due à une seule impulsion, on peut retrouver la réponse totale par sommation en utilisant le principe de superposition. Donc, c'est ça l'idée générale à partir de ce chapitre-là. Donc, considérons maintenant cette impulsion qui est égale à P0 en général dans l'intervalle delta t très petit. Donc, on va supposer que, bien sûr, l'impulsion est très petite et de courte durée. Donc, on a dit l'amortissement n'aura pas la possibilité de se développer, donc il sera négligé. Et on retrouve donc l'équation du mouvement m1 seconde plus ku est égal à p. Avec, bien sûr, on va supposer maintenant des conditions initiales d'accélération et de déplacement nul. On va essayer donc de retrouver une formule qui nous permette de calculer le déplacement U de t. D'accord? Donc, dans ce cas, je vais essayer d'intégrer cette équation 6.1 de part et d'autre sur un intervalle de 0 à delta t et je vais essayer de tendre cet intervalle delta t vers 0. Donc, ça me donne l'intégrale de la partie gauche et puis qui est égale à l'intégrale de la partie droite. Dans la partie gauche, donc, je vais intégrer m u seconde d'abord. L'intégrale de u seconde, c'est u point, c'est la vitesse. Et je le trouve donc entre 0 et delta t avec une limite qui tend vers 0. Donc, c'est m u point de 0 plus. Et bien sûr, quelle que soit la valeur de u de t, si je l'intègre entre 0 et delta t et que je vais tendre delta t vers 0, donc cette intégrale va tendre vers 0 en général de façon x. Il me reste l'intégrale de p de t dt. Vous savez que si j'intègre une variation de p de t sur delta t, donc je le vois sur le graphe là, si j'intègre ceci, bien sûr, c'est comme si je calcule une surface de P0 delta t, donc qui est variable. Donc ça, c'est beaucoup plus l'idée d'une surface donc, qui va être définie par la fonction P de t. Donc voilà, donc, comme j'ai dit, donc, c'est une R qui définit l'intégrale de P de t dt. Donc par
Si je remplace tout ça, donc ça va me donner, je remplace dans l'équation, donc ici, celle de la limite, 6,2, donc j'aurai donc une égalité ici. Donc, c'est comme si j'ai U.0 plus égal à I grand T sur petit m. Donc, soumettre un système à une impulsion I revient à lui communiquer une vitesse initiale U.0 plus qui est égale à l'aire de la fonction d'excitation sur la masse qui sera une condition initiale pour entamer la vibration. Donc, déplacement initial 1 sur la vitesse initiale est considéré comme égal à I sur 1. Donc, ça, c'est un résultat important parce qu'on va le répéter sur toutes les impulsions qui vont suivre par la suite. Donc là, ça, c'est la première phase, parce que à chaque fois, donc, on a une phase chargée ici, mais après delta t, donc si vous voyez après delta t, c'est une phase de condition libre, donc il n'y a pas d'oscillation libre, il n'y a pas d'excitation, et donc il va être en oscillation libre. On l'a déjà vu dans le canon Amoti, la solution est égale à A cosinus oméga 0t plus B sinus oméga 0t. Ceci donc pour une valeur du temps supérieure à delta t. Donc, à delta t. Donc, on aura donc avec U de delta t est égal à 0 et U point de delta t est égal à I sur M, c'est ce qu'on a démontré. Donc, en remplaçant, on aura bien sûr le A et B, on le calcule, A et B, donc, et on aura donc U de t, c'est U sur M, oméga 0 sinus oméga 0 t. Si maintenant, cette impulsion, au lieu qu'elle commence à 0, elle va commencer ici à taux, donc ça c'est des taux, supposons qu'elle commence donc à la valeur de taux, et donc si j'aurai toujours ici un delta t ou bien un d taux, d'accord, il suffit de faire une translation du repère et travailler, au lieu de travailler en t, on travaille en t moins taux, donc on décale le repère. Maintenant, si le système est amorti, la démonstration est la même et on prendra donc la solution d'un système en oscillation libre non amorti. Alors, maintenant, on va généraliser ça au lieu de travailler avec une impulsion. Donc, on va voir qu'on peut considérer une force P de T quelconque qui est la somme de plusieurs impulsions. Et là, donc, une excitation quelconque, c'est une excitation dont la variation dans le temps est quelconque. Donc, ce n'est pas forcément avec une certaine variation bien définie, mais on va prendre n'importe quelle excitation et n'importe quelle force dans le temps. Donc, certaines excitations sont définies par des graphes de variation, comme surtout les excitations de type accélération du support. Et la solution analytique est généralement complexe à déterminer, puisqu'on ne connaît même pas la fonction d'excitation P de T sous forme mathématique. 4 méthodes peuvent être utilisées. Donc, il y a la méthode de l'intégrale du Hamel, il y a la méthode de la transformée de Laplace et la méthode de la transformée Fourier, la méthode numérique par pas. Donc, ces 4 méthodes, en général, les plus utilisées sont la méthode de l'intégrale du Hamel et surtout la méthode numérique par pas qui est très générale. Donc, on va voir ces deux méthodes. Les deux autres méthodes ne font pas l'objet de ce cours, mais pour ceux qui veulent s'investir dans ces méthodes, donc ils peuvent revenir à des références bien définies, puisqu'en général, on est dans le domaine fréquentiel. Donc, la méthode du Hamel et par rapport reste des méthodes donc, très utilisées. Donc, on commence par l'intégrale de Duhamel. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc, on va prendre une impulsion quelconque et on va dire que cette impulsion va se répéter plusieurs fois sur eux. Donc, ça va être ici la première impulsion, la deuxième impulsion. Donc, ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Donc, à chaque fois, je divise et j'aurai une impulsion. Et donc, la sommation de toutes ces impulsions-là vont me donner la force P de T de façon quelconque, donc, qui varie dans le temps. Cette force, on va la prendre taux 1 et taux 2. Elle peut commencer à 0, elle peut commencer à n'importe quelle valeur. Donc, si je prends le cas général où l'impulsion se trouve à une distance taux, T taux, donc dans cette méthode-là, P de T est considéré comme la somme de plusieurs impulsions de très courte durée. L'air assuré est une impulsion, donc à T est égal à taux. Donc, je vais supposer les conditions initiales ne sont pas nulles. Donc, c'est comme si U de taux 1, donc au début, si elle commence par 0, ça sera U de 0, qui ne sont pas forcément nulles, et U point de taux 1. Donc, dans ce cas, j'ai toujours deux réponses. La réponse pour T supérieure à taux 1, donc, si je suis ici, donc dans ce domaine-là, j'aurai donc pour un système non amorti ce type de solution. Donc, il suffit de l'intégrer dans l'équation de l'impulsion donc de très courte durée. Donc on remarque, vous voyez donc que c'est, voilà, donc ça c'est l'impulsion de très courte durée
Et ça, c'est la solution, si vous voulez, sans second membre, la solution transitoire. Donc, vous voyez que ça, c'est le deuxième terme. Donc, ici, le deuxième terme, c'est le terme qu'on a déjà démontré, donc concernant la solution transitoire, pardon, l'impulsion donc, de très courte durée. Donc, on le voit ici. Celui-là, c'est une intégrale de P de T dt. Donc, avec ceci, il rentre dans l'intégrale et on aura 1 sur m oméga 0, l'intégrale de P de T sinus oméga 0 T moins tau. Donc, ça, c'est l'équation 6,9 qu'on l'a introduite ici. Et on aura donc, ceci, c'est l'impulsion et ceci, c'est la partie donc où la solution transitoire, ce sont second membre transitoire existe parce que on a dit c'est la solution sans second membre plus la solution due à l'impulsion. Donc, bien sûr, si les conditions initiales sont nulles, on enlève ça et il nous reste donc l'intégrale qu'on appelle généralement l'intégrale de Duhamel. Donc, ça, c'est une intégrale qui est appelée intégrale de Duhamel, qui nous permet de calculer donc, le déplacement. Donc, ça, c'est pour le système non amorti. On peut faire la même chose pour le système amorti. Donc, on retrouvera cette expression-là, qui est l'expression de la solution transitoire, et cette expression-là, c'est l'expression de l'intégrale due à l'impulsion. Donc, voilà, avec des conditions initiales. Donc, on retrouve la partie si vous voulez, impulsion, la partie transitoire s'en va, il ne reste que la partie impulsion. Donc ça, c'est encore ce qu'on appelle une intégrale de Duhamel pour les systèmes amortis. Donc dans cette intégrale, on a beaucoup plus une intégration à faire de type donc, force d'excitation multipliée par un sinus ou bien un exponentiel, ça sera le cas amorti ou non amorti. Donc, on peut le faire la même chose dans le cas d'une excitation du support, c'est-à-dire si j'ai un support excité par une accélération U seconde G, d'accord, on a vu dans le chapitre précédent qu'on peut remplacer juste P de taux par MU seconde, donc dans les équations qu'on a déjà établies. Là, donc, on retrouve des équations de type donc définies par U seconde G, parce que l'excitation maintenant, elle n'est plus connue par P de T, mais elle est connue beaucoup plus par U seconde de G, donc U seconde de G par rapport au temps. Si j'ai multiplié par M, je retrouve P de T, donc, si vous voulez. Et là, donc, pour le système amorti et non amorti, donc, on retrouve de nouvelles équations où il y a l'effet de U seconde G. Donc, on peut, par exemple, par la suite, calculer les forces tranchants pour chaque cas d'accélération du support. Donc, ça, c'est une conséquence en utilisant le déplacement calculé. Donc, maintenant, ces intégrales-là, que ce soit dans le cas de l'excitation du support ou bien dans l'excitation d'une force quelconque, donc si je prends cette intégrale-là, par exemple, dans le cas où les conditions initiales sont nulles pour amorti, ou bien cette intégrale-là dans le cas où l'excitation est, pardon, le système est non amorti, avec des conditions initiales nulles. Donc, ces deux intégrales, bien sûr, vous savez très bien qu'on peut les calculer de façon numérique. Et ça donne donc une puissance à la méthode de l'intégrale en passant par les méthodes numériques, surtout si les forces P de T sont des forces un peu complexes ou bien des forces qui sont données par point. Chaque point, donc chaque temps, va me donner une force. Donc, c'est une variation de la force par rapport au temps et que je n'ai pas une expression mathématique de P de temps. Donc là, je peux passer par un calcul numérique de l'intégrale de Duhamel. Là, donc, on revient toujours. Lorsqu'on passe d'un calcul mathématique exact à un calcul numérique, la première et importante condition, c'est qu'il faut supposer une certaine variation pendant l'intervalle de temps détecté parce que dans une résolution numérique en général, on divise le temps par des intervalles détectés, des fois qui sont égaux, des fois qui ne sont pas forcément égaux, mais la plupart du temps sont égaux. Donc, il suffit juste de supposer une certaine variation dans l'intervalle détecté, que ce soit de la charge, du déplacement, de la vitesse, de l'accélération. C'est comme ça qu'on passe d'un modèle continu à un modèle par pas, si vous voulez, d'une façon générale. Donc, dans ce cas, si le changement P2T, comme j'ai dit, n'est pas connu de façon mathématique avec une formule exacte, il est connu par des données expérimentales, c'est le cas des séismes. Si le calcul analytique n'est pas possible parce qu'on n'a pas une expression de P2T mathématique, on va vers les méthodes numériques. D'accord? Donc, on va le voir dans des cas simples. On va supposer, pour simplifier, que les conditions initiales
sont nuls pour démarrer avec des expressions simples. Et on va voir donc que je peux, par exemple, cette intégrale, la calculer donc de façon numérique. Dans ce cas, si je développe ceci, je sais que sinus oméga 0 t moins tau, donc sinus oméga 0 t moins tau, qui est celui-là, je peux donc le rendre sinus oméga 0 t cosinus oméga 0 tau, moins cosinus oméga 0 t sinus oméga 0 tau. N'oublions pas que je suis en train d'intégrer par rapport à d tau, c'est-à-dire le t, c'est une constante par rapport à d tau. Donc c'est pour ça que je peux sortir sinus oméga 0 t ceci de l'intégrale parce qu'il n'est pas concerné par l'intégrale, et je peux sortir cosinus oméga 0 t de l'intégrale parce qu'il n'est pas concerné par l'intégrale. Et je vais commencer à intégrer p de tau cosinus oméga 0 tau, ce qui me reste, et p de tau, donc sinus oméga 0 t, le deuxième terme. Dans ce cas, cette partie-là, je vais l'appeler, surtout l'intégrale, donc pardon, celle-là, je vais l'appeler a de t, et cette partie-là, donc l'intégrale, deuxième intégrale, je peux l'appeler P de t. Bien sûr, si j'intègre entre tau 1 et t, tau 1 est une constante, t est une variable, donc j'obtiens une variation par rapport au taux, que ce soit de B de t ou bien de A de t. Et donc, dans ce cas, mon déplacement devient U1 sur M oméga 0 A de t sinus oméga 0 t moins B de t cosinus oméga 0 t. Donc maintenant, je peux calculer sinus oméga 0 t quel que soit le point, cosinus oméga 0 t quel que soit le point. Par contre, pour intégrer ça numériquement, il faut que j'intègre juste A de t et B de t de façon numérique, c'est-à-dire suivant une succession d'intervalles delta t choisis. Dans ce cas, donc, on peut le voir sur un exemple, si vous voulez, avant de généraliser ça. Et comme j'ai dit, on va essayer de supposer dans un intervalle, donc en général entre TI, TI-1, TI et TI plus 1, donc sur un intervalle TI-1, TI, qu'on appelle delta TI, on va supposer une variation de la force P de T. Dans ce cas, donc, par exemple, dans notre exemple, on a supposé qu'elle est linéaire. On peut la supposer donc qu'elle est constante et ainsi de suite. C'est ce principe-là qui va généraliser un petit peu la résolution à partir d'un intervalle delta T. Donc, si j'ai cette supposition linéaire, quel que soit un point que je vais prendre dans l'intervalle qui a pour valeur P de taux, donc je peux calculer l'expression de P de taux. Et ça va être donc exprimé par rapport à PI-1 et par rapport à PI qui sont les valeurs des forces d'excitation en I-1 et I. Donc après des triangles semblables, donc on retrouve P de taux est égal P de I plus delta PI sur delta TI, taux moins taux, T, et I-1, pardon. D'accord? Rappelons que je veux calculer ceci numériquement sur un intervalle delta t et je vais le généraliser par la suite, c'est-à-dire le A et le A et le B, si vous voulez, par la suite. Donc, dans ce cas, en remplaçant 6,21, dans 6,20, on aura donc A, je vais remplacer P de taux par sa valeur, et on aura donc entre l'intégrale TI-1 et TI, l'expression P de taux cosinus oméga 0 taux. Donc, je continue avec cette approximation mathématique et j'aurai donc retrouvé ceci. Il suffit juste donc de calculer l'intégrale par rapport à t, si on prend pi-1, donc par rapport à pi-1 fois cosinus oméga 0 tau t tau, donc ça va être pi-1 sinus oméga 0 entre t et ti-1, donc c'est l'intégrale du produit. Donc là, ça c'est une constante multipliée par cosinus, donc ça sera 1 sur oméga 0 sinus multiplié par la constante. Ça c'est une constante fois θ cosinus, tau pardon, cosinus. Après le troisième terme, delta pi fois ti-1 cosinus. Et donc à chaque fois, on intègre et on obtient donc de façon complète cette expression-là concernant AI. De la même chose. Donc, AI, c'est lié au cosinus et PI, c'est lié au sinus. Donc, on retrouvera les B. Bon. Donc, vous remarquez que je peux écrire AI moins AI-1 qui sera delta A qui est égal à cette expression-là. N'oublions pas que je suis en train d'analyser et de calculer A et B numériques. Donc, dans le cas amorti, c'est la même chose. Donc, on prend, au lieu de prendre le sinus tout seul, on va lui ajouter donc le exponentiel qui
et définir donc la partie amortissement tout en sachant que ceci c'est un oméga A au lieu de oméga 0. De la même manière, donc, je peux développer le sinus et l'exponentielle pour faire sortir tout ce qui est par rapport à t qui est une constante. Ça, c'est t par rapport à tau, c'est une constante. Et je laisse dans l'intégrale tout ce qui est par rapport à tau. Pour que je puisse donc définir l'intégrale. Donc ça, c'est t, et ça, c'est tau qui reste sous l'intégrale. Et dans ce cas, donc, je pose a de t qui est égal à ceci, et b de t qui est égal à ceci. Je le trouve ici, donc ça, c'est le premier, et ça, c'est le deuxième. Et ça me donne donc un déplacement en fonction de a de t et b de t. De la même manière, donc, il suffit de calculer a de t et b de t numériquement, donc en choisissant une certaine variation de la force, par exemple dans le cas linéaire ou bien dans le cas constant. Donc, on va essayer de voir ça sur un exemple. Et en considérant un portique d'un seul degré de liberté soumis à une force P de T qui est définie par sa variation dans le temps, donc sous forme d'un triangle entre 0, entre 0 et 0,05. Donc ça, c'est 0,05, c'est deux fois secondes, donc 2 fois 0,025 secondes, avec un maximum, donc elle devrait être 96,16 kN. La première partie, elle est croissance, la deuxième partie, elle est décroissance jusqu'à 0. Donc on veut calculer U de T, bien sûr. On va supposer pour le moment que l'amortissement est négligé, donc c'est un système non amorti. Et donc, on calcule, ce qui nous intéresse, c'est calculer A et B numériquement en supposant donc une variation linéaire dans le temps. C'est la variation linéaire, donc c'est comme si je prends exactement la variation que j'ai dans P de T. Donc, on calcule la période de T, 0,21 secondes, j'en ai besoin pour calculer donc les oméga 0. Pardon, le oméga 0, c'est 30 radians par seconde, et je calcule la variable T pour que je puisse l'utiliser par la suite. Donc, je redéfinis donc les U d'une façon générale et en fonction de A et B de façon très particulière avec A qui est égal à cette expression-là, pardon, et B qui est égal à cette expression. Donc là, il suffit juste de choisir le premier intervalle entre 0 et si je prends delta t, donc je crois qu'on a pris delta t 0,05, la valeur de 0,005. Donc ça, c'est la valeur de delta t. Donc je prends à chaque fois les valeurs ici, 0,05, 0,01, 0, et je lis de la figure. Donc 0,05, ça me donne une force de 19 320. 0,01, ça me donne une force ici de 38 640, d'accord? 0,03 fois, donc c'est 0,015, ça me donne une force de 57 000, jusqu'à arriver à 0,025, ici, donc, qui me donne 96,6 kN. Et puis, donc, la même chose, je vais lire les autres intervalles au fur et à mesure, donc, ça me donne ce tableau-là, qui est le tableau de la force d'excitation P de T, qui est donc lu directement à partir du graphe de l'excitation P de T. Donc, à chaque fois, je calcule delta P. Delta P, donc c'est PI moins PI moins 1. Donc, à chaque fois, ça me donne un delta P ici. PI moins PI moins 1. Donc, c'est toujours ceci. Donc, ça, 38 640 moins 19 320 me donne donc 19 320. 57 960 moins 38 000, ça me donne 19 320, ainsi de suite. Il faut le prendre avec sa valeur, avec son signe. Parce que ici, j'ai 17 280 moins 96 600, ça me donne donc moins 19 320. Donc, c'est normal, c'est une pente décroissante. Donc là, j'ai calculé le P et le delta P. Il me reste donc à calculer delta A qui est égal ici. Donc A, je vais celui-là le rendre de l'autre côté et ça me donne AI moins 1 moins AI moins AI moins 1. Donc delta A, c'est égal à AI moins AI moins 1. Ça, c'est classique donc, pour avoir une variation. Donc c'est AI moins AI moins 1. Donc AI moins 1. La même chose, donc delta B, c'est ici, donc BI moins, BI moins, BI moins. Donc, il me reste cette quantité à calculer, d'accord? Il suffit donc de lui donner les valeurs qu'on retrouve. Donc, vous aurez 40, les premiers termes. Donc, bien sûr, on commence par
des conditions initiales nulles, donc ce qui me donne A et B 0, et puis on enchaîne au fur et à mesure, donc pour calculer à chaque fois dans l'intervalle delta t. Donc, à chaque fois, la fin de l'intervalle premier devient le début de l'intervalle second, et ainsi de suite. Donc, si vous prenez et vous voulez calculer delta A, c'est la valeur de A, donc c'est A, toujours la valeur de A plus, si je prends delta A ici, c'est lié à ces deux, donc si vous voulez, donc c'est AI moins 1 moins celui-là. Celui-là, delta A, c'est 188,87 moins 48, donc je retrouve ceci, ainsi de suite. Donc j'aurai par la suite, il suffit de le remplacer ici, et on aura donc la valeur de U à chaque fois, donc c'est ces valeurs calculées. Je vous conseille de faire ça sur un petit programme en Excel. Donc il suffit de faire rentrer ces fonctions en Excel, et vous aurez donc un calcul automatique très simple ou bien un petit programme si vous voulez. Donc, ça vous fera donc gagner du temps. Et c'est pour ça que cette méthode-là est très facilement programmable lorsqu'elle passe par des intervalles delta t. On va répéter la même chose qui se passe dans l'intervalle. On va le répéter plusieurs fois, sachant qu'à chaque fois, la fin de l'intervalle, la fin de l'intervalle i, c'est le début de l'intervalle i plus 1. Donc, on peut profiter pour calculer donc l'effort tranchant et non donc à n'importe quel temps delta t. Donc voilà, on peut tracer ces courbes-là. Donc, c'est le but, ça sera la variation de E dans le temps pour la réponse dynamique, pour l'effort tranchant ou bien pour le mouvement fléchissant pour ce type de portique. Un deuxième exemple maintenant, au lieu de considérer une force P de T ici, donc on va considérer l'excitation ou bien l'accélération du support avec toujours un amortissement négligé et une force d'accélération qui est quelconque. Donc là, c'est une représentation graphique de la force sur plusieurs points. Maintenant, au lieu de prendre delta t est égal et constant, il vaut mieux donc prendre à la fin de chaque parcours le delta t. Donc je peux prendre delta t ici est égal à 0,1 et je peux prendre ici un delta t est égal à 0,15 pour avoir le 0,25. Parce que les variations sont linéaires, donc l'erreur ne sera pas donc importante lorsque je passe à l'intégration par pas. Donc là, si je veux calculer ça, comme j'ai une excitation du support, on a dit qu'il suffit de remplacer P de T par MU seconde. Donc là, on retrouve beaucoup plus le MU seconde par rapport à P de T. Et on a déjà développé ça dans les équations 6.15, 6.23 et 6.24, puisqu'il faut remplacer, comme je dis, P de taux par MU seconde de taux. Donc là, je retrouve les AI-1, donc delta I, qui est égal à ceci, et je retrouve BI et BI-1 qui est égal à ceci. Donc la même chose, vous pouvez automatiser ça sur un petit programme et au lieu de se casser la tête, vous le calculez automatiquement et vous aurez donc ce tableau-là de la même manière. Comme j'ai dit, la spécificité de cet exemple-là, c'est que je ne suis pas obligé de prendre un delta t constant. C'est-à-dire, je peux prendre ici le premier delta t, donc au sommet, au deuxième sommet, un deuxième delta t, au troisième sommet, un delta t, au quatrième sommet, un delta t, cinquième sommet, un delta t, sixième sommet, un delta t, et ainsi de suite. Donc, on aura le premier delta t, c'est 0,1, le deuxième delta t, c'est 0,15, le troisième delta t, c'est 0,32 moins 0,25, c'est 0,07, le troisième delta t, c'est 0,41 moins 0,32, c'est 0,09, et ainsi de suite. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre un delta t constant parce que cette quantité-là est définie par rapport à un delta I. Donc là, le delta I, il n'est pas constant. Donc, je peux prendre n'importe quel delta I dans chaque pas considéré. Donc, la même chose, cette quantité-là, donc si je la prends delta B, elle dépend de delta I, et delta I va avoir une valeur quelconque. Là, donc, je peux calculer facilement ceci de la même manière et profiter pour calculer l'effort tranché et le mot fléchissant. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'intégrale de l'UML, qui est une intégrale. Maintenant, si votre P de T dans l'intégrale de l'UML, si votre P de T est vraiment, donc je reviens tout à l'heure à mon intégrale de l'UML, donc si au début, cette intégrale, je veux juste faire une précision, si maintenant vous avez une expression mathématique exacte de P de T, quel que soit, même si c'est une sinus ou cosinus, vous pouvez maintenant calculer UT de façon exacte. Vous n'êtes pas obligé de passer par les méthodes numériques, puisqu'une expression de P de T vous permet, ou une fonction définie de P de T vous permet de calculer l'intégrale de façon exacte.
Donc là, c'est pour dire que vous n'êtes pas obligé de passer par les méthodes numériques. Donc, deuxième solution, deuxième méthode, c'est ce qu'on appelle les méthodes d'intégration directe, ou bien les méthodes numériques, ou bien les méthodes par à pas. Les méthodes par à pas, donc, en général, sont très utilisées parce que elles sont utilisées et pour les systèmes linéaires et pour les systèmes non linéaires. Alors que la méthode de l'intégrale du Hamel, tout à l'heure, elle n'est valable que pour les systèmes linéaires. Donc, il faut faire cette précision-là et qu'on ne peut calculer que l'intégrale du Hamel que dans les systèmes linéaires. Par contre, la méthode par à pas, elle peut être généralisée pour les systèmes linéaires et non linéaires, ce qui lui donne un peu de puissance quant à son utilisation. Donc, la résolution analytique de l'équation du mouvement en général n'est pas possible et on va vers les méthodes numériques où on est obligé de supposer une variation de déplacement, de vitesse et d'accélération à l'intérieur de delta t. Ça, c'est très important parce que c'est le point de départ de la transformation de votre structure continue, de votre solution continue en solution par pas. Donc, la résolution analytique de l'équation, comme j'ai dit, n'est pas possible. Donc, pour cela, on peut démontrer que l'équation d'équilibre, elle peut être exprimée dans l'intervalle delta t, ce qu'on appelle une équation d'équilibre incrémentale ou bien des équations de mouvement incrémentales. C'est très important. C'est comme si au lieu de travailler avec des variations par rapport au temps, je vais travailler sur un intervalle bien défini et je vais voir quelle serait mon équation d'équilibre dans cet intervalle. Donc, de la même manière, c'est très simple. Je vais toujours supposer qu'il y a une variation donc, dans le temps. Par exemple, la force d'amortissement, je vais la supposer linéaire dans le temps. La force de rappel ou bien la force élastique est linéaire dans l'intervalle delta U. Ça, c'est delta U point. Et ainsi de suite. Donc, c'est ces suppositions-là qui vous font démarrer, donc, si vous voulez, le principe de passer au pas à pas. Donc là, vous voyez donc une petite démonstration où on arrive à dire que je peux, dans l'intervalle que je considère, je peux supposer donc que mon équation de mouvement reste du même type, mais définie dans des variations delta U seconde, delta U point, delta U avec delta P. Donc, la méthode par pas, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, premièrement, il faut que je suppose quelque chose dans l'intervalle delta t. Donc, le plus souvent, on suppose l'accélération. Le plus souvent. On va supposer une accélération. Alors, elle peut être une accélération constante dans l'intervalle delta t, donc dans cet intervalle delta t, et généralement, on prend la moyenne à l'intérieur de delta t. Donc, delta t est défini entre ti et ti plus 1. L'accélération, c'est ui, u seconde i et u seconde u plus 1. Et bien sûr, u seconde t va être défini comme étant une valeur moyenne entre les deux. La valeur moyenne, c'est la demi-somme, 1 demi de u seconde i plus u seconde i plus 1. Donc ça, c'est, si vous voulez, u seconde de taux, c'est le AI, donc l'équivalent de AI. Donc si cette solution est choisie, ou bien cette hypothèse est choisie concernant l'accélération constante qui est moyenne, on l'appelle donc la méthode de Newmark bêta est égale à 1 quart. Par contre, je peux supposer donc une variation linéaire de l'accélération entre ti et ti plus 1, et là, donc, on l'appelle la méthode de Newmark bêta incision. Donc, pour faire la différence entre les deux. Donc là, je peux démontrer, commencer par constante. Donc, l'accélération, elle est constante. Vous voyez, donc ça, c'est l'accélération entre ti et ti plus 1. Si l'accélération est constante, bien sûr, la vitesse correspondante est linéaire et le déplacement est d'ordre 2. Ça, c'est ordre 0, ça, c'est ordre 1 et ça, c'est d'ordre 2. Donc, si l'accélération est constante, je peux dire qu'elle est égale à la demi-somme 1 demi de u seconde i plus 1 de u seconde i plus 1. Donc, je pars de cette hypothèse-là et je vais essayer donc d'intégrer cette accélération donc, qui est égale à l'intégrale de ceci. Donc, en intégrant, je vais retrouver ceci. L'intégrale d'une accélération, c'est une vitesse, si vous voulez. Donc, on retrouvera par intégration entre ti et ti plus 1 cette quantité de vitesse. Donc là, je peux intégrer une deuxième fois cette formule 6.32 pour retrouver le déplacement. Si j'intègre la vitesse, j'obtiens un déplacement. Donc, et on aura ce type donc, d'équation obtenue par rapport à cette vitesse et par rapport à cette extension. Donc,
Vous remarquez que je n'ai pas, je ne suis pas passé, je suis en train de travailler sur l'équation du mouvement direct. Je n'ai pas transformé quoi que ce soit. C'est juste, j'ai supposé que l'accélération est constante et j'arrive donc à un déplacement UU plus 1. Donc, vous remarquez que je peux faire passer ici de l'autre côté et j'aurai donc un delta U, la différence de U. Je peux faire passer ici de l'autre côté et j'aurai un delta U, point. Et bien sûr, la même chose, je peux définir un delta U seconde tout en maintenant, donc, je peux aussi définir un delta PI qui est la différence entre PI plus 1 plus. Donc, faites attention que le delta U, c'est un I ici, il est toujours lié donc au début de l'intervalle. Delta U moins 1, c'est un I ici. Il est lié au début de l'intervalle parce qu'on l'a attribué au début. Donc, il faut faire juste attention au lieu de travailler donc avec un I plus 1. On travaille avec I et on attribue les différences par rapport au début de l'intervalle. Pardon. Donc, l'équation 6.33, cette équation-là, donc ceci, je peux la retravailler encore, d'accord, pour obtenir donc une équation en accélération. Donc, je peux ici donc réintégrer moins UI seconde. J'ai besoin d'un UI seconde plus 1 moins UI seconde. Donc, c'est comme si je vais ajouter un moins U seconde I et retrancher le moins U seconde. Donc là, j'ai ajouté un U seconde U, plus, donc ça devient plus 2, et je le retranche une deuxième fois pour avoir cette quantité-là qui est delta U seconde. Après, donc, je peux la rôder de l'autre côté pour trouver delta U seconde. On travaille, je répète, dans l'intervalle delta T, donc avec des incréments. Et donc, en combinant maintenant 632 et 633, on va retrouver donc 632 et 633, donc c'est ces deux équations. On va retrouver la même chose pour delta U point, donc qui va être égal à ceci. Et enfin, donc, je reviens à mon équation de départ, qui est l'équation donc de mouvement, ou bien l'équation d'équilibre dans un système à un seul degré de liberté sous forme incrémentale. Je remplace donc le delta U seconde que j'ai trouvé, je replace le delta U point que j'ai trouvé, et je vais remarquer que, par exemple, delta U seconde ou bien delta U point, elle dépend de delta U, et delta U seconde dépend de delta U. Donc, vous voyez que je peux tout exprimer en fonction de delta U, et j'aurai donc M fois cette quantité-là, qui est delta U seconde, plus C fois delta U point, plus 4 delta U est égal à delta P. Donc, je peux réarranger cette expression-là, exprimer une valeur par rapport à delta U et une valeur donc par rapport à delta P, par rapport à delta. Donc, vous remarquez que ceci multiplié par un déplacement, il vous donne une force. Donc, théoriquement, ceci, K plus 2, C delta I plus 4, M delta I, delta TI au carré, ça fait office d'une rigidité, ce qu'on appelle la rigidité équivalente. Et ceci, c'est l'équivalent d'une force, le deuxième terme à droite, donc c'est ce qu'on appelle une force d'excitation équivalente. Et on trouvera donc A delta UI B qui est un système classique, donc linéaire, où je peux tirer directement delta I est égal à B sur A. Donc, bien sûr, maintenant que j'ai delta UI, je peux faire le chemin inverse, calculer delta U point et delta U seconde point, puisqu'elles sont liées. Là, une fois que je peux généraliser ça et voir que, par exemple, à partir des conditions initiales, je peux donner la procédure maintenant globale, sont connues. La valeur initiale de U seconde sera calculée par l'équation du mouvement. On peut entamer le processus par pas. Donc, on calcule A et B, 638. Donc, ça, c'est, je peux calculer ceci, je commence à calculer ceci et ceci. Pour le premier intervalle, entre 0 et 1, je peux calculer ça, sachant que je connais U.0 et U seconde point 0. Je connais donc, ça c'est constant si on est dans le domaine linéaire. Sinon, donc, il faut l'actualiser dans le domaine non linéaire puisque K et C vont être variables par rapport au temps. Donc là, je peux calculer le premier intervalle parce que je suis parti de la partie 0, la valeur 0 et la valeur 0. Donc, je peux calculer déjà B et A et calculer delta I pour le premier intervalle, c'est-à-dire delta U0 qui est égal à B sur A. Donc, si je calcule ça, je peux revenir calculer delta U point qui est égal par rapport à delta U que j'ai calculé.
et puis on en déduit U point 1, U plus 1 qui est égal à la somme de delta U point plus U point. Et enfin, je calcule le déplacement U I plus point qui est égal à delta U plus U point. Le problème de l'accélération, donc, c'est un problème très sensible au changement de rigidité. On le considère comme, on le prend de façon un peu particulière parce que si le problème est linéaire, donc on va revenir à l'équation qu'on a définie par rapport à U seconde en fonction de delta UI et on déduit U seconde I plus 1. Par contre, si le problème est non linéaire, on tire U seconde I plus 1 directement de l'équation d'équilibre ou de mouvement dans le point I plus 1. Donc, ça sera M U seconde I plus 1 plus K U I plus 1 plus C U1 U point I plus 1 qui est égal à P I plus 1. Et donc, vous l'inversez, vous trouverez le U seconde. C'est ça, c'est l'équation du mouvement à T est égal à T I plus 1. Ça, c'est le cas de l'accélération, donc qui est un peu sensible. Donc, la même chose maintenant pour l'accélération linéaire, c'est-à-dire la méthode de Newmark bêta 1 sixième. On suppose que c'est linéaire. Donc, si c'est linéaire entre TI et TI plus 1, je peux calculer ici l'accélération donc facilement par les triangles semblables et j'obtiens donc l'accélération U seconde, c'est égal à U seconde I plus ce terme-là. Donc, si l'accélération est linéaire, la vitesse est d'ordre 2 et le déplacement est d'ordre 3, si vous voulez. Donc, à partir de cette hypothèse que l'accélération est linéaire, je peux refaire le même raisonnement. Donc, je peux intégrer ceci, donc, si vous voulez, U d'auto qui est égal à l'intégrale de ceci. Et là, donc, je me retrouve avec des expressions. Ce qui m'intéresse, c'est que à chaque fois, j'exprime delta U seconde en fonction de, ou bien j'exprime le U point et le U seconde en fonction des delta U. Donc, j'essaie à chaque fois de retrouver des expressions de ce type où delta U seconde est fonction de delta UI, delta U point est fonction de delta UI, c'est-à-dire si je remplace dans l'équation du mouvement, je vais retrouver donc une expression ici de la même manière en fonction de delta I, donc qui est égale à une expression de type force. Donc on retrouvera la rigidité équivalente ici et la force équivalente ici. On aura le même principe, donc A delta U est égal à B, et je peux tirer delta U est égal à B sur A. Maintenant, ayant delta UI, je peux revenir en arrière donc, et calculer les différentes valeurs, ceci donc, et ceci-là, d'une façon inverse, donc en revenant. Ça, c'est le premier intervalle. Si vous voulez calculer le deuxième intervalle, donc la même chose, la fin de l'intervalle 1 devient le début de l'intervalle 2. Donc, la procédure est la même, donc on ne va pas vraiment la détailler, mais vous retrouvez donc le même type, les mêmes étapes de la procédure. Donc là, c'est vraiment le résumé de la méthode de Newmark d'une façon donc, globale, que ce soit bêta est égal à 1 quart ou bêta est égal à 1 sixième. Ça vous permet donc de si vous voulez, l'informatiser ou bien la programmer et vous aurez donc un programme disponible pour quel que soit le type de l'excitation. Donc, vous choisissez les conditions initiales pour calculer la U seconde 0 donc à partir de l'équation d'équilibre et vous choisissez un delta T et delta P est connu par sa courbe. C, M et K sont connus, bien sûr, ce sont les caractéristiques de votre structure. On commence par calculer A et B donc qui est fonction de bêta. Si vous choisissez bêta 1 quart, vous prenez 1 quart, sinon bêta est égal à 1 sixième, 1 sixième. Donc, vous calculez A et B selon ces formules-là et vous allez calculer ce qu'on appelle le déplacement delta U qui est égal à B sur A. Une fois que j'ai delta U, je peux tirer U I plus 1 et je peux calculer maintenant ceci, puisqu'au premier intervalle, ceci est connu, c'est le début de l'intervalle et l'accélération est connue début de l'intervalle. Donc, ayant delta U point, je peux calculer U point I plus 1 et je peux donc maintenant passer à l'accélération. Comme j'ai dit, l'accélération est sensible. Soit elle est linéaire et je la calcule à partir de cette expression concernant le pas à pas et je tire le U seconde I plus 1, soit elle est non linéaire et je la prends directement de l'équation du mouvement appliquée donc à T est égal à T plus 1. Donc ça, c'est la procédure globale de la méthode pas à pas. Donc, un exemple, si vous voulez, entre un système à un seul degré de liberté soumis à une excitation du support U seconde de G avec sa variation dans le temps. Là, donc, la delta T est constante 0,1. On va essayer donc de prendre notre réponse et de calculer une réponse de 0 à
1 seconde, donc jusqu'ici, même s'il n'y a pas de force d'excitation après 0,8. D'accord? Selon les deux versions, bêta est égal à 1 quart et bêta est égal à 1 sixième. Donc, on commence par respecter un petit peu la procédure qu'on a définie. Donc, U0, c'est 0, U point, c'est 0, c'est 0. De l'équation du mouvement, on tire U seconde de 0. Donc, celui-là, c'est 0, celui-là, c'est 0. Donc, P0, c'est 0. Donc, il me reste U seconde 0 est égal à 0. Donc, à P0, vous voyez que T est égal à 0, le P0 est égal à 0, sachant que P, c'est M U seconde J. Donc là, j'ai mes conditions initiales. Donc j'ai choisi un delta T qui est égal à 0,1. C'est facile parce que, comme j'ai dit, mon intervalle ici est constant. Donc 0,1, 0,1, 0,1. Je peux prendre delta T est égal à 0,1. Donc delta P est tiré du graphe. Delta P, c'est toujours, si vous voulez, le PI plus 1 moins PI. PI plus 1 moins PI. N'oublions pas que ça, c'est une accélération. Je la multiplie par la masse pour avoir la force. Donc, ça sera 0,4 moins 0 multiplié par la masse, 1,6 moins 0,4 multiplié par la masse, et ainsi de suite. Donc là, le C est connu, c'est de 25 000, et la rigidité totale, c'est 880 000, donc avec une masse de 18 000. Ça, c'est les données. Le problème est considéré comme élastique. Donc, je calcule A et B. D'accord? J'ai toutes les données et je choisis bêta, donc comme vous voulez. Le problème vous demande de prendre les deux cas de bêta, bêta 1 quart et bêta 1 sixième. Donc, laissez les constantes et par rapport à bêta. Après, donc, vous remplacez selon le choix de bêta. Donc, on calcule delta E est égal B sur A. On retrouve le I plus 1 à partir de delta E. Après, donc, je calcule delta U moins 1 par la formule celle-là. Donc, et je calcule donc U point U plus 1, sachant maintenant la valeur de delta U point. Bien sûr, le U point I, c'est le début de l'intervalle. Enfin, pour un problème linéaire, donc je prends cette expression-là pour delta U seconde et je calcule par la suite U seconde I plus 1. Donc là, je me retrouve devant un tableau complet où je peux facilement faire le calcul. Comme j'ai dit, il vaut mieux prendre ça sous forme d'un petit programme, même si c'est en Excel, c'est très simple, donc vous pouvez le faire pour calculer, ça c'est U seconde par seconde, donc c'est une accélération en mètres par seconde. Donc là, comme j'ai dit, on calcule A et B. Le A et B me donnent delta E. Le delta E me donne I U plus 1, d'accord, qui est égal à I plus delta E. Donc, celui-là plus 0, c'est celui-là. Celui-là qui est égal à delta E, celui-là plus celui-là, et ainsi de suite, donc au fur et à mesure. Donc, la même chose pour les delta U point et les delta U seconde, pardon, ça c'est toujours U seconde, mètre par seconde. Donc, on aura un déplacement de ce type calculé entre 0 et 1 seconde. Donc, vous remarquez donc qu'à partir de 0,8, la force est 0, donc ce n'est pas la peine de prendre en considération cette force. Et que delta P, vous voyez que delta P, c'est toujours la valeur finale moins la valeur initiale. C'est P, c'est M, on a dit c'est M, U seconde. Donc, vous lisez U seconde directement sur le graphe, d'accord, et vous multipliez par la masse. Vous obtenez donc la valeur de P. Là, donc, à chaque fois, 28 800 moins 7 200, il me donne donc un delta P ici. Donc là, il faut faire attention à ces calculs pour avoir donc les incréments. Donc, la même chose pour bêta 1 sixième. Donc, ça me donne un tableau similaire de la même manière et j'aurai donc un graphe de ce type. Si je trace les deux graphes, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment une grande différence entre les deux méthodes, que ce soit pour un bêta linéaire ou bien un bêta constant. Donc, l'intervalle delta t 0,1 est petit. Et donc, peut-être que bêta 1 sixième est un peu mieux parce qu'elle caractérise bien la variation linéaire, si vous voulez, de l'excitation. Bien que l'excitation, vous voyez, donc si je reviens à mon excitation, c'est une forme quelconque dans l'intervalle delta t, ce n'est pas forcément donc une droite. Donc là, c'est un exemple simple. Je peux reprendre l'exemple pour dire que je peux même traiter les cas non linéaires, donc un cas élastoplastique parfait pour les gens qui sont un petit peu familiers avec les comportements non linéaires. Donc ça, c'est un comportement élastoplastique, donc il est déjà linéaire au début, puis ça c'est la phase chargement, puis constant, donc il est parfait en plasticité, puis je décharge donc de façon élastique, donc parallèle à K0, et je reviens donc
j'ai un paramètre important ici qui est donc le début de la plastification sur une force donc de 13,97. Maintenant, ça me permet de passer de la phase linéaire, élastique, à la phase plastique avec K1 est égal à 0. Donc, je change de rigidité. Vous voyez que la rigidité change dans le temps. Elle commence linéairement, donc K0 constant, puis elle devient nulle, donc ici, pour dire que je suis en plastification. Donc, ça, c'est les données du problème. J'ai dit, pour ceux qui sont familiers avec l'élastoplastique, parfait. Sinon, donc, vous sautez cet exemple jusqu'à ce que vous aurez une idée sur ce que c'est un comportement élastoplastique. Donc, la même chose, on veut calculer ça par la méthode de Newmark, bêta 1 sixième, et on va voir donc jusqu'à 1,5 secondes. Donc, il faut dire que ceci est une charge P de T, donc qui est appliquée directement sur le degré de liberté de la structure. Donc là, la même chose, si on suit la procédure, on aura donc ce type, toujours les conditions initiales. À partir de l'équation d'équilibre à 0, je calcule l'accélération initiale, je choisis delta T. Delta P est l'U du graphe, C est constant, par contre K change puisqu'elle varie de la partie élastique à la partie plastique. Et puis, il faut considérer ça à chaque fois que si j'atteins cette valeur-là, il faut changer de comportement parce que c'est la valeur où la plastification commence. Il faut faire attention le cas chargement et le cas déchargement. Donc là, j'ai recalculé ça et j'ai retrouvé donc cette procédure-là qu'on va respecter d'une façon un peu directe. C'est la même procédure. Je me retrouve sur un tableau et vous voyez donc, je commence d'abord par prendre la partie élastique. C'est comme si j'ai un exemple élastique pour avoir une idée sur la comparaison avec le problème élastoplastique. Donc, je vais d'abord supposer au début que mon comportement est totalement élastique. Donc, ça veut dire que ma rigidité est constante, elle ne va pas changer dans le temps. Ce qui veut dire même la rigidité équivalente ne change pas. Et donc, on retrouve le déplacement de la même manière que tout à l'heure. Il faut juste faire attention à ce que la charge maintenant P est égale à mu seconde de l'excitation. Donc, il ne faut pas confondre avec le u seconde que vous avez ici. Donc, d'une façon, ça c'est l'accélération de la structure. Donc, mais P, c'est m fois u seconde de l'excitation, je pense. Sinon, donc, c'est un P direct. C'est un P direct. Donc, c'est même pas la peine de prendre l'excitation puisqu'on est en train de prendre une force P de T directe. Donc là, j'ajoute une colonne ici simple qu'on appelle le U statique. U statique, c'est quoi? C'est P sur K. Donc, c'est ce P, par exemple, sur K, ici, en respectant l'unité, donc kilonewton ou bien newton. C'est juste pour avoir une idée entre les comparaisons par la suite. Donc là, vous voyez qu'en comparant le déplacement statique par rapport au déplacement élastique, on voit qu'il y a une certaine différence entre les deux. La deuxième partie de cet exemple-là, on va considérer le problème élastoplastique. Donc, on refait la même démarche, sauf que lorsqu'on calcule la force élastique, il faut faire attention à ce que lorsqu'elle atteint la valeur de plasticité, il faut qu'elle reste constante. Ça, c'est très important. C'est le point où il faut faire très attention qu'on change la rigidité lorsqu'elle passe de la phase élastique à la phase plastique. C'est pour ça qu'on calcule les forces FK, FA et FI. D'accord? Et là, donc, j'aurai la même procédure, donc sinon la même procédure. Vous allez vous arrêter à un certain point, donc le point 0,4, parce que vous avez atteint la limite élastique de la force, 13,97 à peu près. Donc là, vous commencez la partie plasticité et votre rigidité donc devient constante puisqu'elle est nulle. Pardon, votre force devient constante puisque la rigidité est nulle et la force devient la force de plastification. Donc ça, c'est la phase de plastification. La même chose, vous chargez jusqu'à une certaine valeur maximum qui va vous permettre de changer et de descendre dans le cas de déchargement. Donc ça c'est la partie élastique déchargement. Donc il faut faire attention à votre déplacement ici et à votre force limite de plasticité ici. Donc là, on est par exemple à T 0,4, le U élastique, c'est le pic, 0,100, 0,1164. D'accord? Donc, le U
inélastique, c'est le U max moins U élastique. Donc, c'est 0,335,83 moins 0,11,64, c'est le déplacement inélastique. Et là, donc, ce déplacement inélastique, je vais l'utiliser pour calculer les autres déplacements surtout de déchargement. Vous remarquez que si je veux ici une force, elle est due à ce déplacement-là moins le déplacement, si vous voulez, euh, inélastique multiplié par la rigidité, et je le trouve donc à moins 1,0717. Donc là, vous voyez que 0 après AT et 0,9 secondes, comme j'ai dit, il y a déchargement élastique, d'où FK c'est égal à K moins, fois U moins UR. Le UR, c'est celui-là, 0,2419. Donc 0,2330 moins 0,2419, il me donne un moins 0,0 quelque chose que je ne suis pas à l'ajuster, je trouve moins 1,0717. Donc je continue jusqu'à la valeur du temps que je veux. Là, on s'est arrêté à 2,1 secondes, on peut arrêter à n'importe quel. Donc on trouvera donc le déplacement, la partie chargement élastique, la partie plastique, la partie déchargement élastique et ainsi de suite. Donc si on continue avec le temps, on va peut-être ici arriver à une valeur donc de 13, quelque chose, peut-être qu'on va la dépasser et on va se retrouver dans le déchargement plastique. Donc là, je peux tracer les quatre graphes ensemble. Donc celui-là, c'est le déplacement élastique, comme j'ai dit, c'est statique, pardon, comme j'ai dit carrément, c'est P sur K. P, c'est la valeur maximale de la force d'excitation à n'importe quel temps. Le deuxième, en rouge, c'est la partie linéaire, c'est-à-dire élastique linéaire. Et le troisième, donc, en jaune, si vous voulez, c'est la partie ou bien le comportement élastoplastique non linéaire. J'ai ajouté donc le déplacement inélastique pour avoir une idée sur le comportement par rapport à la limite de plasticité. Et vous voyez donc au début jusqu'à à peu près 0, je dirais 0,6 à peu près 0 ici, donc vous aurez 0,6 à peu près, vous aurez donc un comportement linéaire ou non linéaire, c'est la même chose, donc ils vont se disperser donc, et se diviser à partir de 0,6 à peu près. D'accord? Donc la première, elle tourne autour du 0 et la deuxième, elle tourne autour de sa valeur plastique, donc limite plastique. Donc là, pour avoir une idée sur la différence entre les composants. Donc vous voyez la puissance de la méthode pas à pas, ça vous permet de vraiment prendre en considération même les changements de contraintes et d'amortissement si vous avez un amortissement dans le temps. Voilà, donc je vous remercie. Ceci terminera notre chapitre concernant les excitations quelconques. Avec ce chapitre, donc, on a terminé tous les types d'excitation. Maintenant, vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème à un seul degré de liberté sur n'importe quelle excitation extérieure, que ce soit donc spécifique, avec une formulation mathématique bien spécifique, ou bien n'importe quel P de T qui est donné par un ensemble de points ou bien par n'importe quelle forme. La complexité de P de T maintenant n'est plus un problème. Vous pouvez résoudre et déterminer votre déplacement et le type. À la suite, donc, pour terminer le système à un seul degré de liberté, on va voir que généralement, puisqu'on s'intéresse uniquement au maximum, on va voir comment travailler avec ce maximum pour éviter donc de revenir à chaque fois calculer U de T, U de T, U de T et chercher le maximum. On va voir donc des méthodes qui vont simplifier ces calculs-là et nous donnent directement un max. C'est la notion de spectre de réponse qu'on va la traiter dans le chapitre 7. Voilà, je vous remercie. Je sais que c'est un peu long ce chapitre-là, mais il devient donc le chapitre le plus important de toute la dynamique des structures. Je vous conseille de le suivre très attentivement parce que ça va vous aider pour la compréhension de toute la dynamique des structures d'une façon générale. Voilà, je vous remercie.